Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Oliver Audibert-Troin pour les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la prochaine réunion de la COP 21 aura donc lieu à Paris en décembre prochain. Paris doit préparer l'après-Kyoto, après les dernières réunions de Lima 2014, Varsovie 2013, Doha 2012, qui n'ont pas, disons-le, été couronnées d'un franc succès. Quelles sont les difficultés ? Quel est l'état des négociations? Quelle doit être l'action de la France? Voilà les 3 points que je me propose d'aborder en 5 minutes. Quelles sont les difficultés? Il faut un outil juridiquement contraignant, différencié et universel. Il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle, ni sur la nature, s'agit-il d'un protocole, s'agit-il d'un traité, ni sur le champ d'application de l'accord. Objectif chiffré ou simple déclaration d'intention. Il faut un outil universel, un outil nouveau, différent de Kyoto, qui n'a été appliqué, rappelons-le, que par 2% des pays signataires. Il faut cette fois-ci inclure les 196 pays et les principaux émetteurs, la Chine, les États-Unis, l'Inde. Un outil différencié. La responsabilité doit être commune, mais différenciée. Il faut distinguer entre les pays en voie de développement et les pays développés qui doivent s'engager, même si chaque pays doit tenir ses engagements à la lumière des circonstances nationales. L'Union européenne est toujours à la pointe du combat. Elle l'a confirmé récemment avec l'adoption du 4e paquet énergie-climat en octobre dernier, prévoyant une réduction de 40% des gaz à effet de serre en 2030, mais regardons les choses en face, elle ne représente que 11% des émissions mondiales. Et rien ne peut se faire sans les États-Unis et la Chine qui n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto. L'accord sur le climat signé entre la Chine et les États-Unis du 12 novembre dernier est encore insuffisant. Les États-Unis se sont engagés à ne pas dépasser 26% des émissions de gaz à effet de serre par an en 2030, mais par rapport au niveau de 2005 et pas de 1990, ce qui en réalité ne fait que 10%. La Chine s'est seulement engagée à stabiliser les émissions après 2030, mais elle n'a pris aucun engagement d'ici 2030. Le fossé entre les pays en voie de développement et les pays développés n'a pas cessé de se creuser, notamment à cause des promesses non tenues des pays développés sur le fonds vert, qui doit servir à financer les programmes d'adaptation au changement climatique des pays en voie de développement. 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2030, seulement 10 milliards ont été récoltés. Deuxièmement, quel est l'état des négociations? Tout le monde s'accorde à dire que les négociations patinent. La Chine est encore très ambiguë sur la volonté d'établir un accord durable. Il n'y a pas d'accord sur les sujets tels que le financement des efforts d'adaptation au changement climatique des pays en voie de développement, ni sur le transfert des technologies Nord-Sud, ni sur les moyens d'évaluation et de contrôle. Sur les contributions nationales, seulement 37 pays, dont les 28 de l'Union européenne, représentant 31% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, ont soumis leurs contributions. 4 pays du G20, dont l'Australie, la Chine et le Brésil, ne disent toujours rien, malgré leur promesse de remettre leurs contributions fin juin. Plus de 70 pays, dont l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Indonésie et les autres pays du G20, représentant plus de 32% des émissions mondiales, se sont engagés à présenter leurs contributions à la fin de 2015. Mais rien n'est moins sûr. Près d'une dizaine de pays en voie de développement ne seront pas en mesure vraisemblablement de présenter leurs contributions. Le texte qui est examiné à Bonn en ce moment fait 80 pages. Il faudrait arriver à l'unanimité à un texte de 20 pages maximum. La négociatrice française Laurence Tubiana reconnaît elle-même qu'à ce rythme, on n'y arrivera jamais. Troisième point, le gouvernement français doit donner l'image d'un réel consensus et d'une vraie volonté d'agir. Or, la conférence de Bonn qui se tient en ce moment démontre, aux yeux de tous, les rivalités entre Mme Royal et M. Fabius.
un grand quotidien du soir s'en faisait d'ailleurs l'écho hier. Madame la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie anticipe l'échec des négociations et de la conférence de Paris et prône un changement de méthode radical car elle considère que les négociations de l'ONU sont totalement inadaptées à l'urgence climatique. La dissonance entre Madame la ministre de l'écologie et du développement durable et de l'énergie et Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du développement international, qui avait refusé jadis la coprésidence de la COP21, enlève tout son poids à la France de peser sur l'avenir des négociations. Il est temps d'harmoniser le propos, d'unir les compétences et les moyens afin de faire en sorte que la voix de la France porte et s'impose lors des négociations. La France devrait en effet se focaliser sur les vrais sujets bloquants, la nature contraignante de l'accord, la question des financements et des contrôles, l'appel des industriels pour demander une approche réaliste et pragmatique menant à une tarification claire du carbone. Le président de la République, qui a engagé depuis quelques mois une tournée diplomatique d'importance, doit montrer la stratégie et le choix de la France. Il ne pourra se contenter, je termine Madame la Présidente, d'une simple synthèse entre ces deux ministres en décembre. De même, le gouvernement français doit se résoudre à parler haut, fort et clair et d'une seule voix. Merci, à défaut, monsieur le député. peu de progrès concrets sont attendus de la conférence de Paris, tout au plus un accord arraché à la dernière minute. Je vous remercie.